Faisons maintenant un bond de quelques années. Robert Badinter a troqué sa toge d'avocat pour le complet 3 pièces du ministre, prêt à peser sur le destin de la nation. On croit souvent que le premier texte législatif promulgué sous la présidence de François Mitterrand fut la loi portant abolition de la peine capitale. Eh bien c'est faux, c'est à la loi d'amnistie du 4 août que revient ce privilège. Une date qui du reste n'est pas fortuite, puisqu'elle fait référence à un autre 4 août, celui de 1789. Un clin d'œil à l'histoire qui en dit long sur l'état d'esprit de la gauche mitterrandienne, à laquelle, vous l'avez deviné, appartient Robert Badinter. Tout se passe en effet comme si les nouveaux arrivants, tout enivrés d'un pot-pourri idéologique mélangeant Jaurès à Bourdieu, Rousseau à Simone de Beauvoir, venaient libérer la France de l'homme du coup d'État permanent et de ses héritiers, qui n'auraient été, à les entendre, que d'affreux fascistes. Du reste, en ce printemps 1981, les références à 1936 sont partout, jusque dans cette rose, qui avec un peu d'imagination épouse la forme du point levé. Lorsqu'un an auparavant, très exactement le 13 septembre 1980, Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon sont arrêtés rue Pergolèse à Paris, ils avouent 11 attentats et mitraillages, y compris une tentative d'assassinat, manquée de justesse, contre le ministre de la Coopération, Robert Galet. Aussi, en mai 1981, il n'est point contestable qu'Action Directe est la principale menace terroriste d'origine intérieure française. Or, à cette époque, l'élection d'un nouveau président de la République s'accompagnait encore d'une loi d'amnistie. Proposée par l'Élysée, votée par le Parlement, elle se voulait à la fois un geste d'apaisement et un moyen de désengorger tribunaux et prisons. En étaient naturellement exclus les crimes de sang, les délits financiers ou de corruption, et les affaires de terrorisme. C'est pourquoi, lorsque Robert Badinter, tout juste nommé garde des Sceaux, remet au président de la République son projet de loi d'amnistie, c'est la stupeur. Parmi les bénéficiaires de la loi, figurent plusieurs membres d'Action Directe, dont leur chef, Jean-Marc Rouillant. Faute de victimes, le parquet avait requalifié la fusillade contre le bureau du ministre Robert Galet en infraction politique, donc éligible à l'amnistie. Une décision surprenante, pour ne pas dire plus, car les tracts retrouvés sur place ne laissaient planer aucun doute sur le caractère terroriste de l'attentat. Après les tragédies de Charlie Hebdo, du Bataclan et de Nice, il paraît aujourd'hui impensable aux jeunes générations qu'un gouvernement puisse se risquer à la moindre mansuétude à l'égard de groupes terroristes. C'est qu'on s'est bien gardé de leur apprendre que durant les années 80, l'Élysée et le Quai d'Orsay avaient entretenu avec certains mouvements violents d'extrême gauche des liens discrets de solidarité, oui, de solidarité, au prétexte qu'ils étaient encore perçus comme le bras armé d'un prétendu combat antifasciste. Ainsi, et bien que le général Franco ait disparu depuis 6 ans, le Pays basque français servait toujours de sanctuaire à l'organisation séparatiste ETA. Pour donner un ordre de grandeur, entre 1977 et 1990, sa branche armée s'était rendue coupable de l'assassinat de près de 700 hommes, femmes et enfants, soit bien plus que tous les attentats de masse commis en France en 2015 et 2016. Quant aux groupes armés italiens, Brigade Rouge et Prima Linea, ils avaient aussi trouvé refuge en France à la fin des années 1970. Une centaine d'individus, lors de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, ils étaient plus de 300 en 1984. Le 30 novembre 1980, Robert Badinter est interrogé sur Antenne 2 par les journalistes Paul Lefebvre et Claude Sérillon. D'abord, en ce qui concerne la première phrase, il dit l'amnistie de M. Badinter. Je n'ai pas besoin de rappeler que l'amnistie est trop généreuse en ce qui me concerne. C'est une décision qui est prise par un Parlement, qui a été votée par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Je pense qu'elle a été moins bien ressentie, cette loi d'amnistie, ici, que les précédentes. Alors, continuons. Ça, c'était simplement pour une précision. Mais l'essentiel est ailleurs. Je proteste absolument quand vient dire qu'ici, c'est une amnistie d'un ordre particulier,
qui aurait ouvert plus largement, en ce qui concerne, il a utilisé le terme de terroriste, les portes des prisons. Ou bien il ne connaît pas l'histoire récente, ou les lois d'amnistie, ou bien il a la mémoire courte. En 68, sauf erreur de ma part, ce sont tous les hommes de l'OAS qui sont ressortis. En 69 et en 1974, si vous regardez les textes, ce sont toutes les infractions commises en relation avec des événements politiques, à l'exception d'un certain nombre d'infractions majeures. C'est les mêmes dispositions que vous retrouvez en 1981. Alors, à cet égard, vous avez une identité de conditions. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'intervient, je dirais, un changement politique majeur, il y a toujours un effort d'apaisement politique qui est fait. Et c'est dans ces conditions que dans la mesure où il s'agit d'infractions en relation avec des événements politiques, eh bien, on passe l'éponge. C'est précisément l'amnistie au sens classique du terme, on oublie. Mais alors le policier vous dit, vous faites un pari sur la vie des gens et sur leur sécurité. Non, je le rappelle encore une fois, je ne fais pas un pari. Le Parlement, à cet égard, prend une mesure destinée à l'apaisement politique. Et d'ailleurs, je dois dire que jusqu'à présent, vous avez pu le constater, on a assisté à cet apaisement en ce qui concernait ces formes d'action violente. À la fin de son intervention, le ministre de la Justice vend imprudemment la peau de l'ours, avec cette assurance qui tient davantage de la méthode Coué que d'une conviction solide, comme s'il savait ce qui devait fatalement arriver. Les attaques à main armée reprendront dès le mois de mars de l'année suivante, et surtout, et c'est infiniment plus grave, Action Directe fera couler le sang à 3 reprises. Le 27 mars 1984, le général de division de gendarmerie Guy Delfosse est abattu à Lyon lors d'un braquage commis par un membre d'Action Directe. Le 25 janvier 1985, l'ingénieur général René Audran, directeur des affaires internationales au ministère de la Défense, est exécuté par un commando conjoint, Action Directe, fraction Armée Rouge. Cette dernière, connue aussi sous le nom de Bande Abadère, constituait alors la branche allemande du terrorisme d'extrême gauche. Le 7 novembre 1986, Georges Besse, PDG de la Régie Renault, est assassiné par Nathalie Ménigon et Joël Aubron. On imagine sans peine ce que les familles Delfosse, Audran et Besse, ainsi que leurs proches, ont dû ressentir en regardant les images de la panthéonisation de celui qui restera, qu'on le veuille ou non, le premier responsable de leur immense chagrin. En 1981, la chancellerie pouvait-elle prévoir la radicalisation d'Action Directe ? Les faits montrent qu'il ne pouvait en être autrement. De fait, la place Beauvau avait tiré la sonnette d'alarme bien avant l'élection de François Mitterrand. Convaincu d'entretenir des contacts avec rien moins que Carlos, qui déjà, pour Interpol, était le terroriste le plus recherché de la planète, les membres du groupe Action Directe étaient déjà fichés comme terroristes, et même comme terroristes extrêmement dangereux. Les services de renseignement étaient du reste si sûrs de la proximité entre ces deux organisations, qu'ils mirent sur pied une opération d'infiltration d'Action Directe par des agents qui se firent passer pour des émissaires du fameux terroriste vénézuélien. C'est du reste cette manœuvre audacieuse qui conduira à l'opération de la rue Pergolèse. Pour Robert Badinter, cette négligence est d'autant plus troublante que Carlos était aussi l'âme damnée du Front populaire de libération de la Palestine. Le fait est que, depuis longtemps, une partie de la gauche nourrissait une méfiance instinctive envers les services de renseignement, perçus comme un bastion d'un gaullisme barbouzard. En 1981, cette méfiance se mua en défiance politique. On préféra écouter les juristes et les intellectuels plutôt que les agents de terrain. L'amnistie d'Action Directe fut sans conteste une faute majeure dont la responsabilité incombe à la fois à François Mitterrand et à Robert Badinter. Le plus grave ne fut pas qu'elle procédât d'un raté administratif, mais d'un aveuglement idéologique. On voulut voir dans des terroristes de simples militants égarés qu'il suffirait de réinsérer. Le dogmatisme de gauche l'avait emporté, une faute qui devait en annoncer bien d'autres.